Ambiance nocturne aujourd'hui, ça s'impose je pense, parce que je vais vous parler de l'hiver qui vient. Alors est-ce que j'ai besoin de vous présenter le Trône de Fer, A Game of Thrones en anglais? Je ne crois pas. Mais je vais vous en parler sur un plan littéraire et puis sur 2 ou 3 petites choses qui pourraient, j'espère, vous intéresser en dehors de ce que vous en connaissez déjà. Alors d'abord un cas marketing intéressant, soit une petite maison d'édition qui se porte plutôt bien, avec un petit résultat net d'1 à 4 millions d'euros par an, bon an mal an. Une petite maison d'édition française, donc, qui s'intéresse à un gros volume américain d'un auteur qui s'appelle George Martin, qui a écrit une espèce de saga où se mêlent histoire, aventure, un petit peu de fantaisie aussi, et une pléthore de personnages, et qui décide d'en faire la traduction et de l'éditer en France. Sauf que l'histoire en question est énorme, puisque la totalité de la saga fait à peu près 4 encyclopédies, et que si c'est un succès outre-Manche et aux États-Unis, il n'en est pas forcément de même en France. La maison d'édition, qui s'appelle J'ai lu en l'occurrence, tente quand même le coup et sort donc le Trône de Fer, d'abord dans une première version qui n'a satisfait personne puisque de toute façon les premiers qui se sont rués sur ce livre sont les fans et vraiment ceux qui idolâtrent cet auteur et qui le connaissaient déjà et qui ont critiqué la pagination et la façon dont les éditions J'ai lu s'est permis de découper l'histoire de façon à en faire des volumes un petit peu plus digestes. Et puis ensuite, J'ai lu retente le coup et sort de nouveau le livre sous différents formats, avec des belles images, avec une couverture jolie, une couverture moins jolie, avec un redécoupage ou sans redécoupage, etc. Bref, on comprend que ce coup pour les éditions J'ai lu n'était pas un coup marketing gagné d'avance, puisque les coûts de traduction sont énormes et finalement, les ventes en France ne sont pas mirifiques tout en étant quand même intéressantes. Donc voilà, il a fallu pour ce petit éditeur voir et revoir sa copie plusieurs fois, et d'ailleurs voilà le livre que j'ai là qui est donc le tome 1 de l'intégrale. Vous voyez un peu l'épaisseur, donc ça n'est que le tome 1, je crois qu'il y en a au moins 4. Eh bien, ça n'est que le dernier avatar de ce qu'ils ont publié, puisque là, évidemment, c'est rajouté là-dessus un succès télévisuel énorme, qui fait qu'ils ont mis aux oubliettes les jolies couvertures qu'ils avaient prévues au départ avec un illustrateur, pour mettre tout simplement la photo d'un des acteurs de la série. Bon voilà, c'est un cas, moi je leur jette pas la pierre parce que c'est difficile de trouver le bon équilibre entre l'investissement à faire sur une histoire comme ça qui est très complexe, qui est très épaisse, et qui va ne pas forcément séduire tout le monde, et puis satisfaire le cœur de la population qui lit ce type de roman et qui va faire la crédibilité de cette maison d'édition sur ce type de littérature, qui sont donc les fans de fantaisie, on va dire entre guillemets, donc qui représentent ce genre ici, représenté par le Trône de Fer. Alors, les Américains se sont empressés de dire que George Martin était le Tolkien américain. Évidemment, c'est une saga, il y a un petit peu de fantaisie, de magie, il y a des personnages nombreux, il y a des dialectes et des langues inventées, donc ça leur a suffi pour dire qu'ils tenaient leur Tolkien. Eh bien non, George Martin n'est pas Tolkien et le Trône de Fer n'est pas le Seigneur des Anneaux. Si vous lisez Le Seigneur des Anneaux, vous aurez peut-être senti cette ambiance extrêmement pessimiste qu'instaure Tolkien, et finalement qui vous touche vraiment parce que Tolkien parle de lui-même, hein. Il a vécu le début du siècle, il a vécu des temps très durs en Angleterre. Tolkien, c'est vraiment quelqu'un qui arrive de la vieille Europe, qui a été orphelin, qui a un conflit entre le catholicisme et le protestantisme, qui perd sa mère très jeune, qui ensuite subit l'enfer des tranchées de la Première Guerre mondiale, et qui finalement transforme tout ça, transcende tout ça dans une saga qui va s'appeler Le Seigneur des Anneaux, et qu'en plus, en linguiste génial, il truffe de poésie à travers notamment des tas de mots inventés et des langues vraiment inventées qu'il complexifie et qu'il enrichit au cours des ans, qui font que Le Seigneur des Anneaux est un chef-d'œuvre incontesté de la littérature et quelque chose d'assez profond qui parle en fait finalement du pessimisme de la vie sur Terre et d'un éventuel ailleurs un petit peu plus agréable qu'on n'atteindrait peut-être que après la mort. Donc
Ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'il y a ici. En revanche, après avoir dit tout ça, il faut quand même que je vous parle du bouquin pour vous dire que George R.R. Martin a vraiment un don pour vous raconter des histoires et pour créer effectivement des personnages, une ambiance assez plaisante. C'est un bon conteur d'histoires, George R.R. Martin. Alors, on a connu ça en France. Si vous pensez à Alexandre Dumas, par exemple, eh bien Alexandre Dumas contait des histoires qui, comme ça, emportait dans son sillage des milliers de lecteurs. Et puis, moi, ça m'a fait penser à un autre auteur dont on ne parle plus du tout malheureusement, mais qui s'appelait Ponson du Terrail et qui nous racontait des histoires fabuleuses et très très entraînantes, très haletantes. Il écrivait ça pour la presse, donc il écrivait ça sous forme de feuilleton et son personnage emblématique s'appelait Rocambole, qui nous a donné le terme rocambolesque. Eh bien, George Martin, peut-être que ce serait le Ponson du Terrail d'aujourd'hui, parce qu'on sent qu'il a écrit pour la télévision et pour Hollywood, hein, ça se sent dans le découpage qu'il sait faire de sa narration et la façon qu'il a très efficace de camper des personnages et puis de nous faire sauter de retournement en retournement dans un style haletant. Donc ça, il sait très bien faire et effectivement, ce sont des belles histoires au coin du feu qu'il nous raconte là. Donc, finalement, il ne faut pas bouder son plaisir. Il y a plusieurs registres comme ça qui sont différents. Alexandre Dumas, lisez-le pour le style flamboyant qui n'a pas pris une ride. Ponson du Terrail, lisez-le comme de belles histoires au coin du feu, pleines d'humour. Il n'y a pas beaucoup d'humour d'ailleurs dans le Trône de Fer, mais il y a autant de suspense que dans ces vieilles histoires de rocambole. Et donc George Martin, je pense qu'il faut le lire de cette façon-là. Et Tolkien, il faut le lire par contre comme un véritable chef-d'œuvre de la littérature. Donc on ne boude pas son plaisir et surtout, je vous conseille, hein, après tout ça, de lire le Trône de Fer, de ne pas vous en tenir uniquement à la série, qui par ailleurs est extrêmement bien faite et qui se regarde avec grand plaisir, mais allez jeter un coup d'œil si vous ne l'avez pas déjà fait dans l'intégrale, la version écrite donc qui est l'original du Trône de Fer, et puis ça donnera un petit coup de pouce aux éditions J'ai lu qui bon an mal an font leur travail, et puis de toute façon moi je suis toujours pour soutenir les maisons d'édition quand elles font un travail honnête. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une autre critique qui n'aura absolument rien à voir avec l'hiver qui vient. Ciao!